Je reviens d'Israël et je me demande, mais je fais quoi de tout ça maintenant? Il n'y a pas, donc il y a pas de modèle, il y a pas, je connais pas, je connais pas. Et ça, c'était aussi ma grande incompétence en philosophie, c'est que je ne savais pas très bien, je n'avais pas énormément de ressources pour pouvoir savoir ce que j'allais faire avec ça. Donc j'étais partie un peu inconsidérément en me disant, il y a quelque chose d'intéressant, allons-y, on verra. Ben voilà, on verra et on voit plus. On a vu et on ne sait plus, on ne sait pas faire, quoi faire de ce qu'on a vu. Et puis, j'ai une chance inouïe, c'est que je mène une enquête parallèlement à cette époque-là, que j'avais commencé. Je menais deux enquêtes, une enquête auprès d'intervenants sociaux dans une petite communauté de la région liégeoise qui m'avaient demandé d'évaluer leur travail, mais ça, je ne vais pas trop en parler ici. Et je suis allée travailler à cette époque-là aussi dans les camps de réfugiés en ex-Yougoslavie. Et je dois à un moment donné me rendre chez une sociologue qui doit m'aider à travailler. Donc on travaillait pour Médecins sans frontières et qui nous avait demandé d'évaluer, comme j'étais et philosophe et psychologue, qui m'avait demandé d'évaluer les thérapies orientées vers les familles qu'ils offraient aux personnes réfugiées et déplacées de la région de Split. Donc il y avait deux camps de réfugiés et on m'avait demandé d'aller rencontrer les familles, de demander et de voir est-ce que l'offre thérapeutique, est-ce qu'elle est vraiment adéquate, est-ce qu'elle est pertinente. Et j'avais demandé à une sociologue dont j'avais lu les travaux, Antoinette Chauvenet, de m'aider pour cette recherche parce que je n'étais pas du tout formée en sociologie, je n'avais pas du tout idée comment on faisait une évaluation de ce type. Et elle le savait, elle avait travaillé déjà à faire des évaluations d'intervention thérapeutique et sociale. Et j'avais eu de la chance, c'est qu'elle avait tout de suite, avec beaucoup de sympathie et d'enthousiasme, accepté. Et on était donc allé en ex-Yougoslavie. Et donc on avait fait toute une recherche qui a été ultérieurement assez importante pour moi. J'ai appris beaucoup de choses pendant cette recherche. J'ai appris notamment une enquête et j'ai aussi appris à briser les routines de l'enquête parce qu'on était dans des situations tellement extrêmes que toutes les routines de l'enquête me sont parues par moments non seulement inadaptées mais toxiques. Alors, je reviens. Donc, et un jour, je dois aller chez Antoinette dans la maison qu'elle occupe. Elle vit à Paris, mais elle a une maison près de Reims, à Neuilly-Saint-Front. Enfin, il fallait que je passe par Reims. Et je pars avec ma petite automobile qui roulait très très lentement à cette époque. Et je me dis, ça va me faire 5-6 heures de route. Ça, qu'est-ce que je vais m'ennuyer? Et j'ai une de mes amies qui travaillait à la radio qui me dit, tiens, j'ai des enregistrements d'Isabelle Stengers, que je ne connaissais que de nom parce qu'il y a Prigogine. J'ai des enregistrements d'Isabelle Stengers. Donc on est ici, je pense, en 93, 94 ou quelque chose comme ça. Et qui parle de la philosophie des sciences, qui parle de choses, tu devrais écouter ça. J'ai 8 heures de cassette. Je me dis, mais ça, c'est merveilleux, ça. Va pour les 8 heures de cassette. Et donc, mon amie Colette Louis, parce que je trouve qu'il faut manifester de la gratitude par rapport à ceux qui vraiment ont été décisifs dans certains moments, certains tournants, me donne toutes les cassettes avec Isabelle Stengers qui parle. Et c'est pour moi une rencontre. C'est une vraie rencontre. C'est extraordinaire. Elle a de l'humour, son intelligence me stupéfie. Elle arrive à connecter des problématiques. Je me dis, c'est une femme extraordinaire. Dès mon retour de ce petit séjour chez Antoinette, j'achète l'Invention des sciences modernes. Je lis d'une traite. C'est un livre magnifique, d'une intelligence. Et elle pose plein de questions que je posais à mon terrain sur, notamment quand elle dit toute condition d'existence. Je vais dire, tout savoir implique des conditions de production d'existence. Il n'y a pas de savoir qui ne produise l'existence de son objet. Et donc je me rends compte que toute la question du dilemme entre affection politique, du cratérope, existence réelle du cratérope, il ne faut pas les poser sur le mode de la disjonction entre
ce qu'est le cratérope réellement et ce qu'on perçoit de lui avec toutes les idées, les préjugés et tout, que c'est une mauvaise question. Que le cratérope existe aussi par la manière dont on le connaît. Et qu'il ne faut plus essayer de faire scission, de faire bifurquer la nature, comme dirait Whitehead, que Isabelle relayera par après. Et en fait, le livre L'invention des sciences modernes commence par évoquer Bruno Latour. Les premières pages décrivent la pratique de Bruno Latour, donc c'est un livre qui est publié en 93, donc je viens de sortir, et le livre de Bruno Latour en 91-91. Et c'est Nous n'avons jamais été modernes. Et voilà que je découvre que quelqu'un, un philosophe, a fait du terrain, il a fait des enquêtes. Et je me dis, bon Dieu, ça a donc déjà été fait. Et peut-être que je vais découvrir comment je peux maintenant formater, formuler, exprimer, raconter, enfin bref, comment je vais pouvoir produire du savoir par rapport à cette multitude de données, de mes carnets de notes dont je ne savais pas quoi faire. Je vais peut-être enfin trouver quelqu'un qui va me montrer comment. Et donc, j'achète La vie de laboratoire, j'achète Nous n'avons jamais été modernes, je les lis d'une traite. Et tout s'éclaire. Enfin, tout s'éclaire, mais bon, j'arrive pas à écrire. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui maintenant peut... Il y a prescription sur mes façons de faire, donc je peux... Je téléphone, j'essaye de contacter Isabelle Stengers. Comme je ne trouve pas son numéro, je téléphone à son père qui est très connu en Belgique, enfin qui est décédé maintenant, Jean Stengers, qui est un historien très connu. Je téléphone à son père en disant, voilà, j'essaie de contacter votre fille et je ne trouve pas son numéro, est-ce que vous pouvez me le donner? Voilà, Jean Stengers me donne le numéro d'Isabelle, je téléphone à Isabelle et je dis, voilà, j'ai fait 2-3 enquêtes ces derniers temps. Je ne parle pas du cratérope à ce moment-là, en fait. Je parlais de l'enquête que j'avais faite auprès des intervenants sociaux et je voudrais vous en parler parce que j'en sors pas trop bien dans la manière de théoriser ce que je suis en train de faire. Alors, j'hésite un peu, puis je lui dis, écoutez, Madame Stengers, je vous dis la vérité. J'ai fait tout à travers, à tort et à travers. J'ai fait tout à côté de la plaque. Je devais normalement interroger les intervenants sociaux sur leurs pratiques, puisqu'on me demandait d'évaluer est-ce que nos pratiques auprès de l'enfance en danger est bien éthique. Normalement, je devais les interroger, leur demander ce qu'ils fabriquent. Et j'ai trouvé que ce n'était pas une bonne idée. Moi, ce que j'ai fait, c'est il y a 27 000 personnes dans cette population, 13 000 familles. J'ai envoyé un questionnaire à toutes les familles pour leur demander, à votre avis, c'est qui est le bon intervenant de première ligne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la maltraitance, etc. Pour essayer de voir si ça concordait avec ce que les intervenants faisaient vraiment. Eh bien, bonjour, Madame Stenger, pour publier ça dans un article scientifique et même pour théoriser ça. J'ai plein de choses passionnantes et je ne sais pas quoi en faire. Et donc, je dis, et voilà, et je pense que je dois laisser tomber cette recherche. Pas du tout. À ce moment-là, Isabelle, c'est notre Isabelle, dit, mais non, c'est très intéressant ce que vous racontez, on va se voir, je vais essayer de vous aider. Et en fait, c'est ce qu'elle m'avait dit. Tant que je présentais mon truc comme un truc un peu mainstream, je suis intéressée par votre travail, Madame Stenger, je vous ai lu, je vous admire profondément et tout. Évidemment, ça ne l'intéresse pas. Une fois que je lui ai dit, bah, écoutez, en fait, j'ai fait un truc complètement hors des clous, et que ça va pas aller si facilement que ça. Alors là, on a de la recherche en voie de disparition, ou en émergence peut-être, et ça l'intéressait. Et on s'est vu, et c'était une rencontre extraordinaire. J'avais prévu d'avoir 1 heure ou 2 on s'est donné rendez-vous à Bruxelles dans un petit restaurant, un petit café-restaurant, et on a passé toute l'après-midi ensemble. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a parlé de cette recherche, elle m'a donné des pistes, etc. Voilà comment on va faire pour faire, voilà, et puis théoriser, et puis voilà, oui, voilà. Donc, on a vraiment bien discuté. On a parlé des camps de réfugiés, on a parlé de tout ça, et puis on arrive, bon, je sais pas, il devait être 4 heures de l'après-midi, et puis à un moment donné, je dis, mais je reviens aussi d'Israël. Ah, et on se tutoyait donc, hein, parce que tout s'était bien passé. Tu es allé faire quoi en Israël? Ben, j'ai été observer des cratéropes, etc., etc. Ah, et tu vas en faire quoi? Ben, c'est à ce moment-là que j'ai fait un petit mensonge. En fait, ce livre que je voulais écrire, je voulais écrire un article à l'origine, j'étais obligée, j'avais eu des bourses, etc., vous êtes obligé de publier après. Je m'étais rendu compte que quand j'essayais d'écrire un article, le format ne convenait pas du tout. J'avais écrit quelques pages et elles étaient profondément ennuyeuses. J'essayais de nouveau de refaire ce qu'on m'avait appris à faire comme philosophe des sciences, trier le bon grain de livret. Et je me rendais compte, plus j'avançais, qu'il ne fallait pas faire un article, qu'il fallait faire un livre, qu'il fallait renouer avec le style narratif, qu'il fallait assumer pleinement que c'était des histoires qu'il fallait raconter, qu'il fallait décrire, prendre la peine de bien décrire, que dans un article, je ne pourrais pas décrire le cratérope, je devrais le faire en 2 temps, 3 mouvements et m'intéresser à, comme philosophe des sciences, voilà comment j'analyse les pratiques, etc., etc. Et donc, je m'étais rendu compte. Mais je venais de m'en rendre compte. Mais dire à quelqu'un, comme Isabelle Stengers, que vous admirez profondément, qui est quand même la philosophe la plus importante, je pense,
probablement du 20e, 21e siècle. Je vais écrire un livre. Je me disais, non, ça ne va pas. On ne dit pas, je vais écrire un livre. Tout le monde va écrire un livre. Ça, vous le savez, tout le monde va écrire un livre. Si vous interrogez les gens autour de vous, tout le monde a un projet de livre qui traîne dans un tiroir ou une nostalgie ou un regret. Donc, je me suis dit, oh, ben, je l'ai commencé, je peux quand même, c'est pas un gros mensonge. Pourtant, je déteste mentir, mais bon. J'ai dit, j'ai écrit un livre. Enfin, il est presque fini. Un livre sur le cratérop, racontez-moi, raconte-moi. Et je me mets à raconter le livre et je me rends compte qu'en le racontant, moi qui n'avais pas d'idée de la manière dont il allait être fait, je le fabrique. Et pendant 1h30, avec une oreille hyper attentive, avec des questions hyper enthousiastes, pertinentes, avec son sourire, avec son rire par moments, avec ça c'est passionnant, etc. Avec ses réticences, avec ça, non tiens, je partirai. Ce livre se fabrique oralement en 1h30. J'ai tous les chapitres qui défilent. Et elle est convaincue que je l'ai écrit, et je le suis presque. Et elle me dit, tu m'envoies ça au plus vite. Et je me dis, ah, ça va, ça c'est embêtant. C'est embêtant, mais oui. Ah ben, il reste encore des petits trucs à fignoler. Mais oui, voilà. Et bien, je suis rentrée chez moi. Je sautais de joie dans la rue, j'ai dansé, j'ai galopé comme un poney, tellement j'étais heureuse. Et je me rendais compte, ce que je n'oublierai jamais, de la beauté de cette rencontre. Mais en même temps, de savoir que ce livre allait être écrit, je l'ai su. Je suis rentrée chez moi, je suis allée acheter du chocolat, du pain. Je me suis installée à mon ordinateur et j'ai écrit sans arrêt pendant 3 semaines. Il suffisait simplement de dérouler tout ce qui avait été dit pendant cette 1h30. Le plan était fait. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai écrit le plan, j'ai repris tous mes cahiers de notes. Ça va le chapitre 1, ça le chapitre 2, etc. En 3 semaines, je dormais 3-4 heures par nuit. Ce livre a été écrit, je crois que je n'ai même pas mis 3 semaines. Il était déjà dans ma tête, enfin, il se fabriquait, mais le fait de le raconter a été extraordinaire. Et donc, 3 semaines ou 3 semaines après, je lui ai envoyé le manuscrit par la poste. L'Internet, c'était encore un peu vacillant à ce moment-là. Et elle l'a lu. Je me souviens, elle m'a envoyé 2 pages par fax, la page 80 et la page 125, en me disant, là, tu ne vas pas assez loin, là, il me semble qu'il en faudrait un peu plus, là, on se demande si. Je me suis retrouvée, comme d'habitude, c'est souvent, je ne sais pas si les autres, c'est comme ça, mais quand vous avez l'impression d'avoir dit tout ce que vous savez et qu'on vous demande plus, c'est très paniquant. Et puis je me suis dit, mais pourquoi tu paniques? C'est pas toi qui as la réponse. J'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné à Roni Aratseva en Israël. J'ai dit, Roni, tu peux passer une demi-heure avec moi, j'ai des questions à te poser. Je viens d'écrire un livre, je parle de ta pratique et c'est toi que ça concerne. Comment est-ce que tu compléterais? Et c'est Roni qui a fait le travail pour moi, et donc je notais, etc. Et je mets, ben voilà ce que Roni répond, donc simplement. Et j'ai renvoyé le truc à Isabelle. Elle m'a dit, impeccable, je l'envoie de ce pas à l'éditeur Philippe Pignard, qui avait créé la collection Les Empêcheurs de penser en rond. Et on verra, mais je pense que ce livre, il devrait être publié. Et donc, me voilà avec Philippe Pignard qui me répond une semaine après en disant, Vinciane Després, pouvez-vous venir à Paris pour signer le contrat? C'était un moment extraordinaire. Et puis, il y a eu plein de choses qui se sont passées qui ont été merveilleuses parce que, alors là, ça vaut la peine quand même que je parle maintenant un peu de ce qui se passait pour moi. Bon, c'est vrai que je ne mettais pas toutes les chances de mon côté. Isabelle est au courant du mensonge, hein, donc c'est pas de ça dont je parle. Isabelle, je lui ai dit très vite après, elle a dit, mais c'est un mensonge pragmatiste. Ah, il y a une vérité en devenir. Bon, elle est merveilleuse, elle est vraiment merveilleuse. C'est merveilleux de faire sa formation avec des gens pareils. En effet, ce livre était écrit, voilà, oui. Il était écrit qu'il serait écrit, plutôt, voilà, c'est ça. Il a été écrit qu'il serait écrit. C'est le futur antérieur qui devrait convenir ici. Toujours est-il que ça vaut peut-être la peine que je précise, mais sans du tout vouloir me mettre au rang de victime, parce que s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas été victime, c'est moi. C'est que ma position était stable d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire que j'étais nommée pour 6 ans pour faire une thèse, ce qui est largement suffisant. Donc j'étais payée, assistante. On m'avait dit qu'il n'y avait pas d'avenir pour moi après, mais enfin bon, après on verra. J'avais toujours la possibilité de retourner à la clinique, hein, bien sûr. Mais
j'étais toujours dans cette université qui, à l'époque, restait quand même encore un peu sclérosée. Donc, il y avait quelques années qui étaient passées, mais pas encore tant que ça. Donc, il y avait 10 ans qui étaient passés depuis la fin de mon diplôme. Et même les gens qui venaient d'arriver, qui étaient plus jeunes, qui étaient assistants quand j'étais étudiante, donc qui s'intéressaient à des choses plus contemporaines, c'était, alors c'est pas du mépris, c'était une indifférence généralisée, mais c'était aussi le jeu auquel les philosophes s'adonnent avec une telle conviction et que je n'ai jamais trouvé dans aucune pratique scientifique. C'est ce qu'elle fait, c'est pas de la philosophie. Ce qu'elle fait, c'est tout sauf de la philosophie. Ce n'est pas une philosophe. Donc c'est même pas que c'est mauvais, parce que dire c'est mauvais, ça aurait été reconnaître que c'était de la philosophie. C'est pas de la philo. Et j'étais habituée quand même à ne pas être tout à fait toujours dans les mêmes règles que les autres, etc. Ça, c'est une habitude que j'avais quand même prise. Quand j'étais en psycho, j'étais pas vraiment comme les autres parce que j'étais déjà philosophe. Quand j'étais philosophe, j'étais pas comme les autres parce que j'étais vraiment très, très à côté de la plaque. Bref, quand j'étais aux études, je n'étais pas comme les autres parce que j'écrivais des romans à l'âge de 12 ans, donc c'est pas bon, voilà. Donc être pas comme les autres, j'avais fini par m'habituer. C'est pas une position très agréable. Moi, je n'ai jamais souhaité qu'une chose, c'est être comme les autres. Je veux dire, ceux qui veulent être originaux, etc. Je me dis, il faut avoir ce luxe de pouvoir être comme les autres que pour pouvoir avoir envie d'être original. Moi, je n'avais qu'une idée en tête, être comme les autres. Et là, je vais dire, donc j'ai quand même dû vivre, et il y avait de bonnes raisons pour qu'on dise que ce n'est pas de la philo. D'abord parce que c'est vrai que je n'étais pas très bien équipée d'un point de vue conceptuel, je ne faisais pas de la philo technique. C'était évident que l'histoire de la philo, ce n'était pas vraiment mon truc. En plus, je ne la connaissais pas bien et je n'y faisais pas souvent référence. Mais il y avait aussi, je crois, beaucoup plus dramatique, crucial, je m'occupais d'animaux réels. J'aurais fait de la philo et ça aurait été parfaitement acceptable si j'avais parlé de l'animal symbolique. C'est-à-dire si j'avais parlé des relations symboliques avec les animaux, comme on le faisait en anthropologie à cette époque. Donc j'aurais un peu frôlé l'anthropologie, mais c'est excusable pas, parce que beaucoup de philosophes sont finalement anthropologues, et beaucoup d'anthropologues sont philosophes. Donc là, on peut faire des mariages, c'est pas contre nature. Là, on peut, c'est pas de l'adultère là-bas, donc ça va. Mais de s'occuper d'animaux réels, de parler d'un cratéropes qui existe, de parler du fait que je le vois, du fait que je le vois danser, du fait que je suis contaminée par le fait de le voir danser, de parler de ses plumes, de parler de ses ailes, de parler de la joie, de parler de la jouissance que j'ai à le regarder, etc. À l'époque, c'était totalement inacceptable. Je vais dire, il fallait vraiment déjà parler des animaux. Quand on est femme, qu'on est philosophe, qu'on n'est pas reconnu comme philosophe, que la position féminine était ce qu'elle est à l'époque, etc., c'était la plus mauvaise idée. Si j'avais parlé d'animaux symboliques, je serais rentrée dans la catégorie où a été longtemps casée Elisabeth de Fontenay, et ces femmes, c'est-à-dire de femmes un peu sentimentales, protectrices, etc. Mais au moins, il y avait une catégorie. Et moi, il n'y avait pas de catégorie, si ce n'est la seule catégorie dans laquelle on pouvait me mettre, c'était des catégories. Vous savez, il y a une théologie négative. On ne peut rien dire de Dieu. Dieu n'est pas tout ce qu'on peut dire, c'est ce qu'il n'est pas. Eh bien, pour moi, on devait créer une forme d'ontologie négative. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la science, ce n'est pas du savoir. Bon, bref. C'est pas de l'anthropologie, c'est pas du symbolique. Bref, c'était rien du tout. Et donc, j'ai dû vivre. Alors, il y avait moyen, et ça m'a terriblement. C'est pour ça que je dis, j'ai pas été une victime, parce que ça m'a terriblement protégée. Ça m'a terriblement protégée, puisque l'indifférence a au moins suscité chez moi la volonté de ne pas essayer de me mettre dans les clous, la volonté de ne pas essayer. C'était trop loin, voilà, c'était beaucoup trop loin, c'était pas possible. Si ça avait été un petit peu possible, je crois que j'aurais essayé, j'aurais fait du symbolique, etc. Vraiment, et j'ai un tout petit peu essayé au début d'ailleurs, en me disant, mais c'était tellement ennuyeux et ça servait de façon à rien. J'étais de façon foutue. Et donc ça, c'était assez difficile, et en même temps, c'est ça qui m'offrait toute liberté, c'est que tout le monde se foutait de ce que je faisais, et personne ne me jugeait, puisque le jugement était donné d'emblée. Il n'y avait plus de jugement possible après, puisque de toute façon, comme ce n'était pas, il n'y avait pas besoin de juger. Et je dois dire que la rencontre avec Isabelle et la publication chez les empêcheurs de penser en rond a tout changé. C'est-à-dire qu'il y a des gens à ce moment-là qui ont dit « mais ce que vous faites est intéressant, ce que vous faites… » Et je parle ici de Bruno Latour, qui a été… Alors là, je vous raconte quand même parce que c'est anecdotique, mais c'est tellement amusant, et puis je regarde un tel souvenir. Le livre est publié, je pense, en 1996. Mes souvenirs sont bons, début d'année 96. Et Isabelle Stengert me dit écoute, les groupes de recherche et tout dans lesquels on travaille, les groupes autour de l'hypnose notamment, ils ne connaissent pas grand-chose aux animaux.
viens nous faire une conférence, ça se faisait à l'hôtel Lutetia, viens nous faire une conférence sur les animaux. Et je me dis, bon ben super, Paris, voilà, c'est la gloire, là, Paris maintenant, voilà. Et donc je me décide, et puis je me réalise 2-3 jours avant, évidemment, que j'ai très peur, parce qu'elle me dit, il y a Bruno Latour qui va peut-être venir t'écouter. Je me dis, oh non, 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 pas lui, ça voilà. Et donc je prépare mes conférences. Finalement, Bruno Latour ne peut pas venir. Je présente ma conférence et ça se passe très bien. Et j'ai un accueil de tous ces chercheurs autour de moi, à me dire, mais c'est passionnant. C'est la première fois qu'on me dit ça. Moi, je savais que c'était passionnant, pas ce que je faisais. Je n'ai jamais considéré que ce que je fais est passionnant. Je considérais que ce à quoi je m'intéressais était passionnant et que le talent, peut-être qu'on pouvait me reconnaître, c'était de ne pas déforcer et appauvrir ce qui était passionnant et intéressant, au contraire, d'arriver à le saisir et à le dramatiser. Donc voilà, je suis une bonne dramaturge. Et puis, Bruno Latour donc ne vient pas. Je suis un petit peu déçue parce que j'aurais voulu le rencontrer, mais très soulagée en même temps parce que ça me terrifiait. Et puis il y a tout cet accueil chaleureux et je me sens enfin chez moi. Des gens près d'Isabelle, je me sens chez moi avec de la bienveillance, des critiques bien entendu, et il y en a, mais des critiques bienveillantes, et des critiques qui ne fonctionnent pas sur le mode négatif du style, comme ça n'est pas, c'est rien. Non, non, c'est voilà, c'est. Et je rentre chez moi très, très heureuse. Et je sais pas, il y a un mois ou deux qui passent, ou je sais même pas, peut-être même pas un mois. Et un jour, je rentre de mon bureau à l'université et mon répondeur téléphonique, il y avait encore des répondeurs téléphoniques, clignotent. Et j'écoute le message et j'entends Madame Després, ici Bruno Latour, gloup. Ici Bruno Latour. Est-ce que j'ai bien entendu? Je viens de lire votre livre Naissance d'une théorie éthologique. Je trouve que c'est vraiment très bien. J'ai envie d'en parler avec vous. Est-ce que ça vous dit de venir dîner à la maison jeudi prochain à Paris? C'est comme si, alors je lui ai dit, Bruno, ça le fait mourir de rire parce que, enfin, je lui ai dit, tu sais Bruno, quand j'ai entendu ton message, je lui ai dit des années après, parce qu'au moment même, je n'aurais jamais osé, c'est comme si j'avais entendu, allô Vinciane, ici Jésus, es-tu prête à me suivre? Oui. C'était là, je lui ai dit, j'exagère un peu, mais avec Bruno, c'est ce genre d'exagération qu'il a mise. Et donc j'ai dit, oui Seigneur, je suis votre servante. On n'oublie jamais l'éducation catholique. On n'oublie jamais l'éducation catholique. Donna Haraway en témoigne sur un mode beaucoup plus intelligent que moi. Et toujours est-il que j'ai retéléphoné à Bruno tout de suite, Monsieur Latour, quel honneur, etc. Et il me dit, bien sûr que je viendrai. Et il me dit, une petite surprise pour vous d'ailleurs, je vais inviter quelqu'un que vous serez très heureuse de rencontrer. Je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être? Et donc le jeudi suivant, je suis arrivée, je ne suis plus avec une boîte de pralines ou un bouquet de fleurs, parce qu'on m'a bien éduquée. Et je suis arrivée et j'ai rencontré Bruno Latour. Et c'est très amusant parce que là, je l'ai bluffé. Ce qu'il avait invité en même temps que moi, c'était Francesco Varela. De ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais rencontré Francesco Varela en Israël. Il y avait eu un colloque qui était organisé et il travaillait, je pense, à l'époque à l'Institut Pasteur. Et ils étaient venus avec une série de chercheurs. Et Zavi, très gentiment, m'avait dit, il y a un cocktail organisé pour les orateurs, venez accompagner. Moi, vous pourrez parler avec Francesco Varela, je sais que vous admirez ses travaux et tout. Et j'avais passé toute la soirée avec Francesco Varela et son équipe, et on s'était très bien entendu. Ça avait été vraiment une très très jolie soirée. On avait beaucoup ri, on avait échangé. Je leur avais raconté ma recherche et tout. Et ils me parlaient de l'autre chercher. Ils étaient très critiques par rapport à Zahavi, en disant mais quel anthropomorphisme, c'est pas possible et tout. Et moi j'essayais de le défendre. Ça avait été vraiment une belle soirée. Et donc quand je rentre chez Bruno Latour qui fait Monsieur Loyal, je vous présente Vinciane Després, je vous présente Francesco Varela. Il ne lui avait pas dit. Et Francesco et moi, Francesco Vinciane, comment tu vas? Alors je me dis, allez, c'est bien, je commence à comprendre comment il faut être à Paris, grâce à Francesco. Et donc on a passé une très belle soirée avec notre regretté Francesco Varela et Bruno. Et Bruno a été, à partir de là, pour moi, d'un soutien. Il a su ce qui était... Voilà, est-ce que je ne sais plus si je lui ai expliqué, est-ce qu'il est venu à Liège à ce moment-là et qu'il a vu dans quelle ambiance je devais travailler et dans quel dédain je me trouvais, etc. Est-ce que c'est moi qui lui ai raconté? Bref, peu importe. Toujours est-il que Bruno, à partir de là, et là c'est une merveille autant d'Isabelle que de Bruno, que de bien d'autres autour d'eux, c'est que quand ils citent des gens, ils savent ce qu'ils font.
Et plutôt que de citer systématiquement ceux qui n'ont plus besoin d'être cités, oui, bien sûr, ils le font, mais de temps en temps, aller chercher quelqu'un dont on ne connaît pas le travail et le valoriser et le soutenir. Et il l'a fait. Et il l'a fait à plusieurs occasions. Et j'ai eu l'occasion d'être vraiment. Je suis son obligé à cet égard. Là, Bruno, c'est vraiment une histoire d'une amitié extraordinaire et qui a été tellement important par ses écrits, par ses retours critiques par rapport à ce que je faisais, par ses questions. Bruno, il a toujours des questions extrêmement surprenantes. Et j'ai fini par comprendre pourquoi elles étaient surprenantes. Parce que c'est des questions d'une vraie générosité. Et qu'en fait, il essaye de voir est-ce qu'il y a moyen de produire plus. C'est jamais des questions pour voir là où ça ne tient pas. C'est toujours des questions pour est-ce qu'on peut aller plus loin. Et ça nous surprend tellement parce que les habitudes académiques vont complètement à l'encontre de ces questions-là.